Bonsoir, très heureux de vous recevoir dans ce nouveau concept consacré à la diaspora congolaise. Gros plan sur la diaspora. Ce soir, nous inaugurons cette émission avec trois compatriotes. Guy Mafimba Motoki, vous le savez, il est président, donc coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo. Il est aussi consultant en système informatique. Bonsoir Guy Mafimba. Bonsoir, bonsoir, monsieur Moulali, Fortuna. Merci en tout cas pour cette invitation et vraiment, nous sommes très honorés. Je crois que c'est pour la première fois que je prends la parole depuis l'extérieur de mon pays et s'adresser à nos compatriotes sur une thématique qui doit intéresser tout le monde, en tout cas la diaspora. Merci beaucoup et merci pour votre rédaction. Je vous en prie. Un autre invité, Ejidel Oko. Bonsoir Ejidel. Bonsoir. Et vous êtes entrepreneur et depuis à peu près 10 ans en France déjà, ou plus. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Et puis le dernier invité de ce soir, lui, je crois qu'il n'est plus à présenter comme Guy Mafimba. Voilà, Maureen Bokayo, oui, pardonnez-moi si je n'ai pas écorché ou si j'ai écorché. Il est, lui, consultant aussi donc, en évaluation des politiques et programmes publics de développement. Bonsoir, sinon bonjour depuis les États-Unis, puisque tu es aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir Fortuna et bonsoir à toute l'équipe de la rédaction et à Guy et à notre frère Ronald. Très heureux d'être là. Voilà. Voilà. Le décor est planté. Guy Mafimba Motoki et Ejidel Oko sont en France. Voilà, Maureen, lui, il est aux États-Unis. Merci d'être là. Ce soir, nous allons voir votre regard sur la construction, sinon le développement du Congo, aussi l'apport de cette diaspora. Nous verrons de quoi est-elle constituée. Mais bien avant de commencer rapidement, je voudrais quand même vous donner la parole pour aborder l'actualité. Question de savoir si vous suivez de très près ce qui se passe au Congo. Troisième document administratif publié il y a quelques heures, sinon depuis ce matin, heure de Brazzaville. Nous sommes à pratiquement 20h44 à Brazzaville. Tôt ce matin, un autre document diffusé sur la toile. Il s'agit du ministère de la Santé et qui demande donc les moyens à son collègue, qui demanderait les moyens à son collègue pour l'évacuation de quelques personnalités. Mais bien avant ça, vous vous souvenez qu'il y a eu des factures de l'organisation de la réunion de l'Académie d'Outre-mer et avant le document du Trésor sur le défaut de paiement au Congo. Je voudrais savoir votre avis sur ce qui aujourd'hui alimente les réseaux sociaux, crée la polémique et même la piscose. Je commence par Guy Mafimba Motoki. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui de la diffusion de ces documents qui devaient être confidentiels ou gérés à l'interne? Merci. En fait, je pense qu'il y a deux hypothèses qu'il faut explorer. La première hypothèse, pour moi, c'est un gros dysfonctionnement, dysfonctionnement au niveau administratif. Parce que tout document administratif obéit à un process dans le cadre de la circulation de l'information. Donc, lorsque on va prendre l'exemple d'un document d'une note de service, c'est un décret qui part d'un ministre, ou d'une note de service qui part d'un ministre et son secrétariat, et l'interlocuteur de l'autre côté qui doit recevoir et son secrétariat. Et il y a des ampliations. Si ces ampliations sont prévues, bien entendu, ça va arriver au niveau de ces ampliations. Maintenant, si on se retrouve avec tous ces documents dehors, la première hypothèse, s'il y a un dysfonctionnement administratif, mais ce dysfonctionnement peut être résolu à travers, Momo est là bien placé pour le savoir, pour détecter comment un document peut sortir, qu'on sache d'où ça sort. Il suffit tout simplement d'appliquer la numérisation, une numérisation électronique qui fera en sorte que la traçabilité soit connue et quand il y a une fuite, on le saura. Pourquoi on ne le fait pas? C'est soit, bien entendu, un manque de volonté politique et puis le pays qui n'arrive pas à s'arrimer en fait à tout ce qui est numérique. Première hypothèse. Mais moi, je suis plutôt pour la deuxième hypothèse.
La deuxième hypothèse, pour moi, c'est ce que j'appelle une espèce de cyberguérilla. Cyberguérilla. C'est-à-dire que des fonctionnaires de haut niveau, parce qu'on a vu quand même le Premier ministre adresser une note aux administrations. Je pense qu'il y a des fonctionnaires, des cadres, qui estiment que la meilleure manière pour eux de dénoncer un certain nombre de choses dans la vie de la nation, dans la vie publique, c'est de fuiter ces documents qui, bien entendu, sont exploités à bon escient par celles et ceux qui pensent que les choses ne devaient pas se passer ainsi. Donc, les deux hypothèses, pour moi, sont valables, mais je m'appuie toujours, surtout sur la deuxième hypothèse, de manière volontaire, en tweet, pour exprimer sa colère, ses frustrations, et on va dire le fait qu'on n'est pas d'accord avec de la manière avec laquelle on gère l'État. Voilà, merci Maureen. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces documents qui fuitent, puisque vous êtes aussi consultant en la matière? Qu'est-ce qui se cache derrière réellement ces fuites de documents? Bah, je pense tout ça, comme l'a dit le doyen Guy Mafimba, il y a au sein de l'administration congolaise des gens qui ne sont pas d'accord de la façon dont le pays est géré. Et ces gens, ce qu'ils font, c'est ils jouent aux Zorro, ils jouent au Robin des Bois à l'intérieur du système. Étant donné qu'on est dans un système où tout est verrouillé, et donc s'il y a les fuites viendront de l'intérieur. Et ce qu'on peut lire face à ce dysfonctionnement, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde avec les dirigeants qui sont en train de diriger le pays. Parce que pour eux, ils trouvent que certaines décisions, il y a certaines réalités, la manière dont est géré l'État, pour eux, ils trouvent qu'il n'y a pas l'intérêt général, donc ils s'adonnent à ce genre de pratiques. Mais l'erreur ou encore le tort revient au Premier ministre, parce que lorsqu'il a pris les rênes du gouvernement, il savait que ce phénomène existait. Est-ce qu'en recrutant son équipe, il a mis en place un département qui était censé gérer la hiérarchisation de l'information? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il a mis un système de protocole d'accréditation d'accès à l'information? Parce qu'un document qui quitte chez le TPG, il faut bien qu'en termes de qualité, on ait rédigé un cheminement. Mais le cheminement ne suffit pas parce que l'humain est défaillant. Est-ce que le papier sur lequel est imprimé ce document, est-ce que ce papier est protégé? Ça, c'est la première chose. Parce qu'il existe aujourd'hui des technologies qui permettent d'imprimer sur du papier qui ne permet pas qu'on puisse photographier. On peut se le permettre parce que si on est capable de dépenser 177 millions pour l'Académie des maires, je pense qu'on est capable de commander du papier avec 24 niveaux de sécurité pour pouvoir prévenir ce genre de choses. Donc, je pense qu'il s'agit là de deux choses, comme a dit le grand Guy. La première, c'est qu'il y a des gens à l'intérieur du système qui font un devoir patriotique, parce qu'au-delà de ces fuites, ces fuites de papier nous permettent de connaître quel est l'état d'esprit, quel est le décalage entre la parole du gouvernement et la réalité qui se passe derrière les murs des bureaux. Donc, je pense que c'est un acte patriotique. Aujourd'hui, c'est un mal pour un bien parce que ça permet de confronter quelquefois le mensonge concocté des dirigeants. Et la deuxième chose, le Premier ministre ne peut que s'en prendre à lui-même parce qu'il a tous les leviers pour mettre en place un système d'information sécurisé. Il en a reçu même des propositions. S'il a jugé que ce n'était pas utile de mettre en place ce genre de système, bon, aujourd'hui, il verse dans l'intimidation. Je pense que ça ne va pas marcher. Et la preuve en est au troisième document. D'ailleurs, même le document portant intimidation a été publié. Donc, ça a un pied de nez à son autorité. Je pense qu'il doit se respecter. Ces documents, à la fin, si le Premier ministre pense qu'ils sont en train de bien gérer le pays, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur parce que je n'ai pas vu fuiter jusqu'aujourd'hui les accords de défense avec le Rwanda. Donc, ça veut dire que même ces fuites sont ciblées. Donc, il n'y a pas outre mesure à surenchérir. Il faut juste que le Premier ministre organise les services de l'État de manière civilisée. Voilà. Voilà. Ejidel Ngambe Oko, quel est aujourd'hui votre regard sur ces fuites de documents?
Moi, je pense qu'il faut tout d'abord responsabiliser des personnes qui peuvent avoir des conduites qui sont mauvaises. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas commencer à appeler ça du patriotisme lorsque on travaille. Nous avons une forme de responsabilité pour n'importe qui. Nous savons qu'il nous faut, on a un secret discrétionnel où il y a aussi une responsabilité. Je pense qu'il y a une véritable volonté à créer de la panique, à mettre de la zizanie, et c'est ce que nous voyons de plus en plus, parce que ces documents, une fois qu'ils sont donnés, ce sont des documents que l'on va voir diffusés dans les réseaux sociaux. Ce sont des choses qui ont pour objectif, à mon sens, de salir encore davantage, de détériorer l'image. Et je pense que ce ne sont pas des choses qui font avancer notre pays. Il en va de soi. Nous pouvons ne pas être d'accord sur des choses qui se font, mais nous pouvons le dire. Je pense que si l'on commence à se dire que voilà, il faut voler les documents pour les diffuser dans les médias et puis encourager cette forme de choses, nous rentrons dans une forme d'irresponsabilité. Notre responsabilité est plutôt de dire aux Congolais que ce que nous constatons par rapport à ceux qui travaillent, on a des responsabilités et ces responsabilités voudraient que si l'on n'est pas d'accord, on peut en parler ou encore démissionner. Mais je pense qu'il y a une volonté là de salir, de diaboliser, et ce ne sont pas des choses qui arrangent notre pays, qui nous font avancer, parce que ça va faire du bruit, ça va encore salir notre drapeau, ça va encore salir notre pays, que ce soit dans les réseaux sociaux, et on donne un autre regard à notre pays qui n'est pas bon. S'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, il en va de soi que de parler, il en va de soi que de manifester. Je pense que la manifestation n'est pas interdite en France. Si on n'est pas d'accord avec un système, il faut le quitter. Et il y en a qui pensent qu'il faudra le combattre de l'intérieur en fuitant les documents. Je pense que cela, c'est aussi une forme d'irresponsabilité. Pourquoi? Parce que n'importe qui gère son équipe ne serait jamais d'accord, mais en aucun cas d'accord, qu'il y ait ces documents de ce genre qui fuitent. Je pense qu'il y a aussi besoin, évidemment, qu'on arrive à hiérarchiser, là où je peux rejoindre mon compatriote qui a parlé tout à l'heure, hiérarchiser l'information, informatiser les choses de manière à ce que ça soit beaucoup plus carré. Mais là aussi, je pense que si on fait les choses de cette manière-là, on va crier au contrôle. Je pense qu'on a besoin d'apaisement. On a besoin d'apaisement au niveau de ce qui se passe. On a besoin de réfléchir sur ce qui doit être fait plutôt que de courir ça et là et d'apporter des paniques sur des informations qui parfois n'ont pas de sens et qui ne nécessitent pas justement qu'on reste là. Et on ne sait pas qui, on ne saura jamais, puisque la volonté, elle est la seule, elle est la même, celle de déstabiliser et de créer encore du bruit pour rien, pour faire du mal. Et ça, je trouve cela bien dommage. Voilà. Guy Mafimba, je reviens sur vous avant de passer à notre sujet de ce soir. On dit que la diaspora en partie, surtout vous qui êtes dans la politique, vous attisez le feu. Tout à l'heure, Ejidel Oko parle quand même d'une affaire ou des actes qui n'honorent pas le Congo. Comment vous représentez le Congo en suivant tout ce qui se passe? Quel est aujourd'hui votre point de vue quand vous regardez ça de l'extérieur? Est-ce que ça vous honore ou ça vous dérange? Ça m'honore dans le sens où j'estime que d'abord le Congo c'est un patrimoine commun. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on est commis de l'État, un grand commis de l'État, ne travaille pas pour un régime, ne travaille pas pour un homme, travaille pour la République. Je vais être factuel. Regardez les dernières fuites sur les évacuations sanitaires. 412 millions de francs CFA pour des évacuations sanitaires dont on sait pertinemment que dans les fameuses rubriques, il y a des gens qui n'ont jamais été évacués, qui sont morts en France. Le corps est parti à Brazzaville. Et lorsqu'on regarde de ces différentes rubriques, tous les quatre, ce sont des oligarques du régime, donc qui bénéficient de l'argent du contribuable congolais pour se faire soigner aux frais du contribuable congolais. Là, on a mis que les évacuations, si vous ajoutez les frais d'hospitalisation, ça peut vous faire plus de 200 millions. Je dis bien 200 millions. Vous m'écoutez? Au même moment, au Congo là-bas, nos parents, aux quatre, nous sommes là, nos parents là, ils sont en train de mourir au CHU parce qu'il leur manque une aiguille.
parce qu'il leur manque un Doliprane. Alors, moi, je suis un grand commis de l'État. Je tombe sur un document comme ça, le fait de l'avoir fuité, je reprends le concept, le mot qu'a utilisé Momo, c'est du patriotisme. Parce que là, tu fais ton travail dans la déontologie. Je vais prendre encore un exemple factuel. Lorsque la note de service de la DGSP qui met en place des forces spéciales, et cette note de service est signée que par le patron de la DGSP, un grand commis de l'État, un officier étoilé, bien formé, il tombe sur cette note-là. S'il le fuite, c'est ce qu'on appelle poser un acte républicain. Mais que dites-vous? Parce que lorsqu'on a été formé, véritablement, monsieur le journaliste, lorsqu'on a été formé, même dans ce pays-ci, qui est la France, même dans les pays démocratiques, lorsque vous avez été formé véritablement, vous tombez sur une note, vous tombez sur une instruction, une recommandation qui ne relève pas de ce que vous avez appris dans le cadre de votre travail, vous avez le droit. Et je terminais en une seule phrase. Est-ce que vous n'encouragez pas là? Dans le journal officiel. Vous n'encouragez pas là. Guy Mafimba, pardon, vous allez parler. Est-ce que vous n'encouragez pas l'anarchie, puisque le Premier ministre, dans sa note qu'il a publiée il y a quelques jours, rappelle même la loi qui interdit aux fonctionnaires de l'État de faire fuiter les documents ou de diffuser les documents administratifs, sauf autorisation hiérarchique. Est-ce que quand vous pensez que c'est un acte patriotique, vous n'encouragez pas là l'anarchie et même le non-respect de la loi? L'anarchie, ce sont les responsables politiques qui le posent. Parce que lorsque vous prenez un acte qui n'est pas fondé sur le plan administratif, sur le plan juridique, qui est anarchique? C'est celui qui fuite ou celui qui pose l'acte? Mais n'inversons pas la charge de la preuve. Celui qui est anarchique, c'est celui qui... C'est comme, prenez un exemple simple. Vous avez le responsable, je prends l'exemple de la police, un lieutenant de police va demander à son collaborateur, est en train de faire une patrouille, il dit tire sur ce citoyen. Lorsque ce citoyen va tirer ou il refuse, je vous pose la question, je vous pose la question. Si ce policier refuse d'appliquer l'ordre donné par son responsable ou par le chef de la patrouille, et qui, dans cette situation, peut être qualifié de citoyen ou de républicain? C'est le policier ou celui qui refuse? Mais dans notre Constitution, il y a des dispositions qui sont prévues. Dans le droit administratif, il y a des dispositions. Et donc, vous n'allez pas demander à des grands commis de l'État à poser des actes qui sont soit illégitimes, soit, comment je peux dire ça, qui vont à l'encontre du droit de l'administration et autres. Je dis et je persiste, ces gens ont le droit et on les encourage. Ça n'a rien à voir avec la nation. Donc, on retient que Guy Mafimba, pour lui, il faut continuer à faire fouiller les documents. Malgré le fait que le gouvernement, par le bien de son chef, interdit donc la diffusion en s'appuyant sur la loi, mais Guy Mafimba pense que c'est un acte patriotique. D'accord. Est-ce que, Maureen, vous avez la même lecture? Vous pensez que, puisque depuis les États-Unis, est-ce que vous pensez que ces actes honorent le Congo? Mais le Congo n'a pas attendu que les documents soient fuités pour être déshonoré. Il n'y a qu'à voir comment se comportent nos dirigeants. Le Congo, j'ai envie de prendre cette métaphore. Le Congo est comme un cochon qui est déjà dans la boue. Donc, le cochon, on n'a même pas besoin de dire qu'il est sale, puisque aussitôt on le lave, il repart dans la boue. Donc, je pense que l'honorabilité, le Congo ignore ou se moque de l'honorabilité. Si le Congo avait un peu de dignité et de décence, ce pays serait géré autrement. Moi, je vais prendre un exemple. Regardez le papier sur la santé qui a fuité. La Constitution garantit un traitement égal
à tous les Congolais. On est tous égaux devant la loi. Excusez-moi, ça va peut-être choquer les familles des défunts, mais 432 millions, c'est 3000 kits de césarienne à peu près pour des nouveau-nés. 3000 kits gratuits de césarienne à peu près pour des nouveau-nés. On réduit carrément la mortalité infantile. Excusez-moi, mais M. Nono, Jean-Pierre est décédé, je crois, il a 80 ans, quelque chose, 80 ans. Sa fille est ministre. Ce monsieur a vécu toute sa vie au crochet on va pas parler de la vie privée des gens aussi, s'il vous plaît. Non, mais parce que c'est une dépense publique. Je suis en train de venir à un cheminement. Ce monsieur est malade, il meurt. C'est l'État qui débloque encore de l'argent pour faire de l'acharnement thérapeutique. Alors, on a vu pendant le Covid en France, un pays démocratique, où il fallait choisir. Excusez-moi, ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Oui, il fallait choisir. Les patients qui avaient des symptômes et des éléments de comorbidité, on les laissait parce qu'on disait, ceux-là, on ne peut pas faire de l'acharnement thérapeutique parce qu'il faut faire un rationnement en fait de moyens. On est dans un pays où il y a un génocide sanitaire, c'est-à-dire que les gens meurent même pour une petite occlusion intestinale. Et vous avez à côté des amis, des anciens amis du président qui ont vécu toute leur vie au crochet de l'État et même quand ils meurent, ils nous laissent des dettes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et quand on fait fuiter un document comme ça, on nous dit « Ah non, on fait fuiter un document secret ». Mais de quel secret il s'agit? C'est de l'argent public. Il faut que les gens comprennent. Monsieur Makosso est juriste, il faut qu'il comprenne quelle est la limite du secret lorsqu'il s'agit de l'argent public. C'est l'argent des Congolais. Si les gens pensent qu'ils doivent aider leurs amis et copains, qu'ils vieillissent ensemble, qu'ils fassent de l'acharnement thérapeutique, mais désolé qu'ils payent de leur poche. Parce que, est-ce qu'une fille qui a Makabandilou, qui souffre de fistules et autres, va bénéficier de la même chose, du même traitement que de la mémoire de M. Nono et autres? Non. On a deux Congos en ce moment. On a un pays avec deux systèmes. Est-ce que vous croyez que ce genre de comportement honore le Congo? Le Congo n'a pas besoin que la diaspora puisse être vilipendée pour que le Congo soit sali. Les actes posés par nos dirigeants salissent déjà nos drapeaux. Et comme on l'a dit, en France, il y a une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Dans l'administration, il y a une loi qui protège les lanceurs d'alerte. On peut rester professionnel, on peut faire son travail, avoir la conscience professionnelle, mais on a le droit, en tant que citoyen, lorsque quelque chose n'est pas clair, de le dénoncer. Pourquoi est-ce qu'il y a fuite de documents sur Internet? Il faut comprendre un peu le milieu politique, comment est géré ce pays. Parce que si on était dans un pays où les rapports étaient détendus, civilisés, il y avait de la transparence, je pense que ceux qui fuitent des documents auraient dû envoyer ces documents à la Cour des comptes, auraient dû envoyer ces documents au parquet, par exemple. Voilà. Je vous donne un exemple très simple. Pour terminer. On a tous vu le scandale Figa. On a vu le Premier ministre dire que l'enquête est en cours. Mais pourquoi est-ce que Moani se trouve en prison? Moani se trouve en prison de manière illico et Mikolo est là. On a confié l'enquête à la juge tortue, je ne sais pas, une tortue ou un lièvre ou à l'escargot. Donc vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Lorsque on serre quelque part, ben, ça fuite de l'autre côté. C'est comme ça. Si le Premier ministre veut qu'il évite qu'il y ait des fuites, il faut qu'il ait un comportement irréprochable, que l'État montre l'exemple. Quand un État est digne de confiance, on ne fait pas fuiter les documents parce qu'on sait, on peut l'envoyer à la Cour des comptes et il y aura un bon traitement. On peut l'envoyer au procureur de la République et il y aura un bon traitement. Vous croyez vraiment que si on envoie ce document au procureur de la République, au Congakala est assez idiot pour mettre son manioc en danger? Donc les gens ne peuvent pas vouloir d'une chose et son contraire. Gérez le pays de manière civilisée, de manière apaisée. Mettez en place un cadre pour les lanceurs d'alerte. Mettez en place un système de suivi et d'évaluation. Vous verrez que les fonctionnaires qui trouvent qu'il y a des actes antipatriotiques, qui violent, qui frisent même le principe d'égalité, tel que la note sur les évacuations sanitaires, qui n'ont aucune logique parce qu'on fait de l'acharnement thérapeutique sur des gens qui ont déjà 87 ans dans un pays où 70% de la majorité est jeune et n'a pas accès au droit. Merci, nous avons compris excusez-moi, votre position. Merci. Je trouve que c'est patriotique de le faire. Voilà, ça c'est votre point de vue. Voilà, c'est votre point de vue. On boucle donc ce chapitre avec Ejidel. Ejidel, vous êtes plutôt gêné de constater ça, très gêné d'ailleurs. Je suis très gêné et je suis très outré à la fois. C'est-à-dire que c'est aussi là l'image de la diaspora. C'est-à-dire que la diaspora aujourd'hui est constituée des personnes qui ont un véritable problème personnel avec le gouvernement ou encore qui ont besoin de se réconcilier avec le pays.
Et par conséquent, ces personnes qui ont des problèmes personnels, que ce soit avec le gouvernement et qui ont peut-être besoin de se réconcilier avec le pays, vont sortir un tas de choses. On a pris l'exemple tout à l'heure, mon frère compatriote qui parlait tout à l'heure, a pris l'exemple sur la gestion sanitaire en France. Tout le monde, ceux qui étaient en France, savent à quel point c'était un carnage et c'était n'importe quoi. On a vu à quel point cette gestion-là a été criée, huée de partout. Donc on ne peut pas comparer, prendre la France comme un exemple pour salir encore une fois le pays parce qu'on aurait un problème en particulier. Là, c'est encourager l'anarchie. On a pris l'exemple sur ce que l'on appellerait les lanceurs d'alerte. Je ne sais pas s'il y a un problème technique. Oui. On a pris un exemple sur les lanceurs d'alerte en disant que voilà, tout pays, tout ça, etc., protège des lanceurs d'alerte. Je pense que là, il faut voir l'intention parce que le lieu de diffusion n'est pas un lieu où les lanceurs d'alerte font leur travail. D'ailleurs, les personnes restent anonymes. Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui est purement identifiée, que l'on protège de manière bien spécifique. Là, il s'agit d'une situation où des personnes, ou un groupuscule de personnes, pour des raisons qui leur sont propres, parce qu'ils ont peut-être des problèmes pour essayer d'attiser aussi la flamme au niveau de la diaspora, les canaux sont explicatifs. C'est-à-dire qu'on va fuiter les documents dans les réseaux pour faire encore plus de bruit, pour salir encore davantage. Et la réalité, c'est que la diaspora est constituée de toutes ces personnes-là, des personnes qui encouragent à l'anarchie, des personnes qui vont encourager à mettre de l'huile de feu, des personnes qui vont appeler un acte ou un fonctionnaire qui est engagé par rapport à un travail, qui a signé un contrat de travail et qui est soumis à un secret discrétionnel formellement interdit. Lorsque cette personne va braver cet interdit-là, on va l'appeler compatriote. Mais je pense que l'intention, une fois de plus, vous le savez bien, l'intention, c'est quelque chose d'important. Si je veux qu'il y ait une poursuite, je saisis la justice. Si je veux qu'il y ait du feu, je vais faire ce qu'on appelle des fake news. La définition même, c'est la malinformation, c'est la désinformation pour un objectif bien précis. Or là, la situation, l'intention, elle nous prouve à quel point l'objectif est juste d'invectiver, de salir encore le pays parce que ça va arranger un certain nombre de personnes qui sont dans la diaspora et justement qui ont besoin en soi de se réconcilier avec leur pays, qui ont une rupture totale pour des raisons qui leur sont propres. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que la jeune diaspora, elle n'a pas besoin de ça. La jeune diaspora, elle veut agir pour son pays. Elle ne veut pas suivre ces personnes-là qui sont là avec leurs problèmes personnels, qui ont peut-être quitté le pays pour des histoires qui sont la leur. Il veut ces personnes qui viennent justement propager ce venin-là dans les réseaux, dans l'objectif encore de détourner la question. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la diaspora qui sont venus, qui étudient, qui apprennent et qui ont besoin d'aimer leur patrie, confrontés à ce genre de comportement ou à encourager l'anarchie où chacun peut faire ce qu'il veut. Ça s'appelle un état de non-lieu. Et nous ne voulons pas que notre Congo soit dans cette situation. Nous ne voulons pas non plus encourager ce genre de comportement. À partir du moment où vous avez signé un contrat, vous devez de le respecter. Et si toutefois, vous avez des désaccords, parce que c'est quelque chose, en soi, c'est quelque chose qui arrive. Il se peut que vous ayez des désaccords. À ce moment-là, assumez votre responsabilité, parce que ce sont des personnes qui n'assument pas les responsabilités. L'objectif, c'est justement de mettre de l'huile sur le feu, de voir la toile à ébullition pour créer du bruit encore davantage. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin des personnes qui assument les responsabilités, pas des personnes qui se cachent. Il y a encore certaines personnes de la diaspora qui vont instrumentaliser pour encore faire du bruit encore davantage. Nous voulons que notre pays soit un pays apaisé. J'ai l'impression qu'on est dans un meeting. On n'est pas dans un meeting. Merci, Gidel. Non. Voilà. Alors, Guy Mafimba, entrons dans le vif du sujet, Guy Mafimba. On n'est pas dans un meeting. Entrons dans le vif du sujet. Gidel, merci. Nous allons faire évoluer cette émission. Guy Mafimba, est-ce que le rôle de la diaspora congolaise, c'est celui qu'on vous reproche aujourd'hui, qu'on vous colle à la peau depuis quelques années, cette diaspora, comme dit Gidel, qui envenime les choses et qui est toujours critique même et sévèrement critique vis-à-vis du pouvoir. Est-ce que c'est ce rôle que vous voulez jouer, cette diaspora ? Très bonne question. Hein. C'était en fait ce dont je voulais arriver, là où je devais arriver.
Contrairement au meeting quasiment que je viens d'écouter de mon jeune frère, le problème ne se pose pas à ce niveau. Votre question est très bonne. Ça va me permettre d'apporter un argument, je pense. La seule manière d'enlever tout argument à la diaspora, parce que la diaspora est plurielle, elle est plurielle, mais cette diaspora est constituée des citoyens congolais. Qui dit citoyen a un engagement citoyen, c'est-à-dire qui doit s'intéresser aux politiques publiques. Donc, la seule manière, monsieur Bruni, d'enlever l'argument à la diaspora pour ce dont nous parlons, c'est de faire travailler le Parlement. Si ce Parlement existait, si ce Parlement travaillait véritablement, et au niveau du Parlement, quel est le rôle du Parlement? De contrôler l'exécutif, n'est-ce pas? Donc, les politiques publiques, je vous rappelle une chose, il y a eu une commission d'enquête ou une mission d'information au CHU, non? Vous avez eu le rapport? Est-ce que vous avez eu le rapport? Maintenant, si moi, Guy Mafimba, j'ai des informations à travers un citoyen congolais qui m'informe qu'il manque tel ou tel appareil au CHU alors que l'argent a été débloqué, vous allez me le reprocher? Non. Le Parlement a failli parce que ce n'est pas un Parlement, c'est un instrument qui accompagne l'exécutif. Nous avons les inspections d'État, l'inspection générale, la Cour des comptes, la haute autorité de la fameuse, je ne sais pas, machin contre la corruption. Tous ces organes ont failli, mais ce n'est pas nous qui le disons, Momo le disait tout à l'heure. La manière dont le Congo est traité, lorsque le Congo défraie la conique, ce n'est pas seulement la diaspora. Écoutez toutes les chaînes du monde. Mais le rôle de la diaspora, mais ce qu'on vous reproche, vous, de la diaspora, vous l'avez bien dit, nous allons voir tout à l'heure de quoi est constituée cette diaspora ou desquelles. Je finis juste par rapport à ce que je vous dis. Je vous ai dit tout simplement que si ces problèmes-là étaient traités, parce qu'il faut reconnaître que c'est un problème. Est-ce que parmi nous les quatre ici, là, qui peut aujourd'hui ne pas reconnaître que dépenser 400 millions rien que pour les vacations de 4 personnes, et on se pose la question de savoir quels sont les critères d'évacuation dans notre pays. Exactement. Monsieur Boli, oui. Si vous aujourd'hui, vous tombez malade là, quelle est votre chance d'être évacué en France? Quelle est votre chance d'être évacué? On ne pas malade aussi. Voilà. Donc, non, mais écoutez, ce que je voulais savoir, on a vu. La diaspora ne fait que jouer son rôle d'opposition, c'est ce que vous voulez dire. De digue contre la destruction programmée de notre pays. Comme le Parlement a failli, et quand je dis diaspora, on n'interpelle personne. Hein. Moi, je ne vais jamais toquer chez quelqu'un pour dire implique-toi sur les problèmes du Congo. Hein. Mais je constate que vous êtes Guy Mafimba, vous êtes coordonnateur. Vous êtes coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo. Et quel est donc l'objectif de ce projet? Est-ce que c'est critiquer, vilipender, tirer à boulet rouge sur les dirigeants? Quel est réellement l'objectif de votre projet commun pour la renaissance du Congo? Je vous réponds simplement. Un projet n'est pas une espèce de résumé des colères, des haines et autres. Quand on dit projet, ça veut dire quoi? Je vous résume ça en une seule phrase. Aujourd'hui, le Congo a un problème, est dans une impasse politique. Le problème de ce projet, de cette coordination, de cette dynamique, c'est de convoquer toutes les intelligences, toutes les énergies de la diaspora et de l'intérieur. Je peux vous dire qu'à l'intérieur du monde, pour réfléchir la manière avec laquelle nous allons sortir de cette impasse politique et nous allons construire véritablement des orientations stratégiques et programmatiques pour faire renaître le Congo. Parce que ce pays est au fond du pont. Voilà, en réalité, la philosophie, ce qui se cache
ce qui sous-entend le projet commun pour la renaissance du Congo. Voilà, je reviendrai sur vous tout à l'heure pour qu'on avance sur... En l'occurrence, je viens là de vous donner déjà une des pistes. Nous venons de vous donner une des pistes, par exemple, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fuite des documents. Momo vous l'a dit, il suffit de s'arrimer au numérique. Et Monsieur le ministre, Premier ministre, sait que dans la diaspora, il y a des gens qui lui ont proposé un projet pour numériser tout ça. La solution, par rapport pour éviter que l'exécutif se comporte comme une espèce de bande organisée de destruction du pays, c'est de faire fonctionner véritablement le Parlement, de faire fonctionner la Cour des comptes, de faire fonctionner l'inspection générale d'État, comme ça se passe en face. Regardez en face. Merci. Qui aujourd'hui amène les gens devant la justice. Merci. Alors, Maureen, vous êtes, je le rappelle, hein, consultant en évaluation des politiques et programmes publics de développement. Mais malheureusement, on constate que depuis quelques années, vous êtes à l'extérieur du pays depuis pratiquement 10 ans comme EJDL, mais vous êtes beaucoup plus critique. Au lieu d'apporter des contributions constructives, mais on constate que vous êtes beaucoup plus négatif, sceptique, comme disait EJDL tout à l'heure, si je peux reprendre ce qu'il a dit, et c'est comme si vous avez des comptes à régler avec quelques personnes qui sont au pouvoir. Oh non, je ne pense pas. Je pense que moi, je suis un homme apaisé et je ne pense pas que j'ai de comptes à régler parce que je me dis toujours que la vengeance, c'est une prison. La vengeance, c'est une prison. Ce qui est vrai, je suis à 8 ans sans avoir pu toucher ma mère, embrasser ma mère, parce que, bon, il y a 2-3 personnes qui revendiquent une filiation proximité avec le président. Bon, bref, ce sont des histoires de caniveau que les gens utilisent pour pouvoir éloigner des gens. Mais bon, ça, ce sont des détails. Je pense que ce sont des détails et ça ne dérange personne. Tôt ou tard... Mais vous n'êtes pas en exil, hein. C'est pas que l'on vous a pourchassé de votre pays, non. Vous y êtes allé volontairement. Vous avez quitté le pays volontairement. En tout cas, je ne peux pas rentrer dans mon pays et Blandine Malila, c'est pourquoi je ne peux pas rentrer dans mon pays et j'ai pas droit à un passeport congolais. Je suis allé à l'ambassade 2 fois, on me l'a refusé, on m'a dit qu'il faut aller à Brazzaville. Et j'ai reçu quelques messages. Si tu viens ici, on fera ta fête. Bon, ils le savent. Ils savent pourquoi je suis ici et ils savent pourquoi je suis encore ici. On ne va pas rentrer dans des détails. Le jour où les gens auront compris qu'il ne faut pas exiler des gens parce qu'on n'assume pas ses propres responsabilités. Bah, mais non, mais je pense qu'il n'y a pas des exilés. Mais revenons. Il n'y a pas des exilés politiques. Voilà. Je ne suis pas critique. Voilà. Je ne suis pas critique. Moi, j'ai des très bons rapports avec des ministres. Hein. J'ai des très bons rapports avec les ministres avec qui j'échange. Je ne veux pas dire les noms, je vais taire les noms, avec qui j'échange. Moi, je suis quelqu'un de patriote. Je suis entier. J'ai de très bons rapports avec ceux qui gouvernent parce que la plupart, ce sont des parents. Donc, si quelqu'un aujourd'hui m'approche et me dit « Maureen, j'ai besoin d'une idée, j'ai besoin d'une solution », je suis disponible. La dernière fois sur Ziana, par exemple, j'ai esquissé quelques lignes, quelques pistes de sortie pour la poste congolaise, par exemple. Donc, j'ai dit, au lieu de vendre cette poste, par exemple, il faut transformer la poste comme outil de prolongement des services publics. Vous vous imaginez si tout le monde commence à faire son casier judiciaire et autres, tout le process administratif passe par la poste, on va engranger de l'argent, on va réduire la corruption parce qu'il n'y aura plus de contact direct entre les administrés et les fonctionnaires. Et on a la poste qui est là, qui va se rapprocher en ramenant les services publics auprès des citoyens. Ce sont des contributions. Si vous m'invitez sur un plateau, vous demandez que j'apporte des contributions, mais je l'apporterai bien volontiers. Il n'y a pas que ça. On voit dans d'autres diasporas des autres États comment vous allez vous rendre compte les investissements de la diaspora. Voilà, même en RDC, il y a des Congolais qui sont à l'étranger, qui investissent, qui ont des entreprises au niveau local. J'en arrive. Donc, ça veut dire qu'on est disponible. Il y a ceux qui nous regardent, ceux qui sont au gouvernement savent que, par exemple, j'aurais proposé comment est-ce qu'il fallait reformer le secteur de transport pour créer près de 100 000 emplois. Comment est-ce qu'il faut rechercher du crédit. Ici, aux États-Unis, il y a des financements, 300 millions de dollars pour pouvoir investir dans des pays en termes de transport. Ils le savent. Et on est disponible. Les gens ne viennent pas vers nous parce qu'ils ont leur propre raison à eux.
On reproche souvent à la diaspora d'être critique, on nous reproche beaucoup de choses. Moi, excusez-moi, j'ai une déformation professionnelle. Moi, j'ai travaillé avec le ministre Ndiaye. À l'époque, quand j'étais à la présidence, il avait mis en place ce qu'on appelle le Comité national d'évaluation des politiques et programmes publics. Et moi, j'ai été formé une partie par l'État congolais, une partie par la Banque mondiale et le gouvernement canadien pour pouvoir ensuite implémenter ce genre de choses, gestion de la performance, budgétisation, accès sur les résultats, tout ça. Donc, excusez-moi, mais lorsque je donne un avis, moi, sur une question, c'est par déformation professionnelle. Alors, excusez-moi, mais lorsque vous jugez des échoués, ils ont tendance à le prendre de manière personnelle parce qu'ils sont dans cette condition de fatalité. Pour eux, c'est de la critique. Ce n'est pas de la critique. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque vous regardez une ville comme Abidjan, et vous regardez une ville comme Brazzaville, vous avez besoin que Maureen Ndokayo vienne critiquer pour que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre pays. Lorsque un Congolais se réveille, regarde tout autour de lui, en tout ce qu'il y a en ce qui concerne gestion d'environnement, la salubrité, le ramassage des ordures. Est-ce qu'on a besoin que Maureen Ndokayo fasse un poste pour comprendre qu'il est contre le pays? Mais regardez comment est-ce que c'est dirigé. Moi, j'ai vu une fois à la télé, le Premier ministre et le gouvernement parler des conflits d'intérêts. C'est très bien de parler des conflits d'intérêts. Ils ont parlé des conflits d'intérêts. C'est très bien. Dans les grandes démocraties, ils ont démontré que les conflits d'intérêts ralentissaient et étaient contre la performance. Je vous donne un exemple. Regardez Averda. Averda, qui a soumissionné pour traiter le problème de la salubrité à Brazzaville, appartient à un membre de la famille du président. Et vous croyez que le président ou un ministre de l'Environnement va avoir assez d'épaules pour aller dire à Averda ce que vous faites n'est pas bon? Est-ce que vous avez besoin que moi, qui suis ici, privé de rentrer chez moi, je vienne vous le dire? Mais le pays présente toutes les caractéristiques pour avoir une mauvaise image. Lorsque vous êtes devant les tours jumelles, au 30e étage, et que vous regardez Mpila, est-ce que vous avez besoin de voir Maureen Ndokayo parler pour voir que Mpila, c'est Gaza à côté? Les maisons, les gens qui vivent dans la désolation. Donc, les gens doivent comprendre une chose. Si nous dénoncions ces choses, parce que il y a la répression. Rectificatif quand même, on ne peut pas comparer Mpila à Gaza, là où il y a des guerres. Voilà. J'arrive, j'ai pris Ziad, je prends Tieleka par exemple. Vous avez la dernière fois fait un brillant reportage sur ce qui se passait dans le pays. Un très brillant reportage. Mais vous savez la suite. Il y a l'ex-Dirkaba du Premier ministre qui a dit vos factures ne vont même plus passer à la primature. Donc, vous vous imaginez déjà. Vous vous imaginez. Donc, il y a une forme de censure qui est là, une chape de plomb qui est là. Et les gens ont l'impression que lorsque nous parlons, nous sommes critiques. Non, nous dénonçons des faits. Il faut que les gens arrivent à se déconnecter et à se dire, bon, OK, on va voir cette question de manière froide. On a eu 20 ans de municipalisation accélérée avec 25 000 milliards investis. Faisons une évaluation. Ce que Ouattara a fait avec la même somme, ce que Denis Sassou Nguesso a fait avec la même somme. En peu de temps, ce que Ouattara a fait avec cette même somme, en peu de temps, ce que le président Denis Sassou Nguesso a fait avec la même somme. Est-ce que faire cette comparaison-là va me valoir d'être antipatriote? Voilà, on va donner la parole à Gidel qui attend depuis. Je reviens. Je vais juste conclure. Oui. Donc, je vais conclure pour dire, excusez-moi, mais moi, quand je parle, c'est par déformation professionnelle. Maintenant, si des gouvernants pensent que moi, j'exagère, ils peuvent m'inviter sur votre plateau à un ministre et puis on va débattre, on va apporter des éléments factuels. Voilà. Et Oko, Gidel Ngambe Oko, dites-moi, vous avez suivi Guy Mafimba Motoki. De quoi aujourd'hui est constituée, sinon lesquels est constituée la diaspora congolaise, puisque l'image que ceux qui sont à l'intérieur du pays ont de cette diaspora, cette diaspora est très, très politisée. Cette diaspora très très critique. Voilà. Sinon de quoi est constituée la diaspora congolaise aujourd'hui? Alors, c'est très intéressant cette question. Vous avez posé la question par rapport à la diaspora. On se retrouve sur la même chose que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un véritable problème. D'aucuns qui ne peuvent pas rentrer au pays pour des raisons qui sont la leur, et il y a d'autres qui ont cette habitude-là de mettre du feu ça et là. Et ça, c'est la réalité. Et vous avez posé une question sur le rôle de la diaspora. Voilà que plutôt que de nous parler du rôle de la diaspora et ce que la diaspora fait et est censée faire,
on nous ramène sur des discours très, très politiques, à croire que les jeunes de la diaspora qui doivent prendre l'avenir, justement, de leur pays en main, doivent rentrer dans des règlements de compte personnels. Et ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que ce type de discours-là fait complètement dérouter cette jeunesse de la diaspora. La diaspora est un élément crucial pour le développement du pays et pour la contribution économique. Et c'est quelque chose de nécessaire. Nous ne voulons pas être comme nos aïeux qui l'ont fait. Il y en a d'autres qui ont leur grief avec l'État ou avec le gouvernement congolais, qui vont ça et là pour crier, pour crier, pour crier. Nous, notre rôle, nous, à la diaspora, aujourd'hui, la diaspora congolaise se mobilise encore davantage. Et vous le savez très bien autant que moi, que la diaspora congolaise est une diaspora qui a tendance à oublier, à envoyer régulièrement des fonds à leurs familles pour contribuer justement aux besoins et ce qui constitue, des moyens financiers pour ces familles-là. Et c'est quelque chose d'important. Et nous voulons le faire encore davantage. On va parler de retour de compétences, puisque cette diaspora qui est ici, celle qui est née ici, celle qui a grandi ici, a besoin de rentrer avec ces compétences-là. Lorsque vous entendez ce genre de message, lorsque vous entendez les réseaux être inondés des personnes qui ont des griefs avec le gouvernement, des personnes qui ont des griefs avec l'État, des personnes qui sont remplies de messages et où on ne voit pas d'action concrète, nous gangréner dans les réseaux sociaux, nous dire tout et n'importe quoi plutôt que de nous encourager à retourner chez nous, à avoir des projets sociaux, économiques, éducatifs, de santé. Au lieu de ça, nous entendons quoi? Des personnes qui ont des problèmes, je ne peux pas rentrer pour ceci, je ne peux pas cela, on va nous rentrer. Est-ce que la jeunesse de la diaspora... Vidal, excusez-moi de vous couper. Non, vous n'allez pas Maureen, laissez-les d'abord terminer, je vous redonne la parole. Je vais poursuivre. Ouais. Ah, ok. Donc, comme je disais, on n'a pas besoin de ça. Quel est le rôle de la diaspora congolaise aujourd'hui? Le rôle de la diaspora congolaise, c'est de contribuer au développement du Congo, que ce soit par les moyens éducatifs, de moyens de santé, et nous devons nous réunir pour mettre cela en place. Vous savez, on vit dans un pays à croire que le Congo est un pays où tout le monde doit être politisé. Cette envie de politiser tous les jeunes qui sont dans la diaspora, nombreux qui sont ici, qui habitent en France, ne sont pas forcément politisés pour autant. Il y en a qui entreprennent. On a besoin de voir les retours de compétences dans notre pays. On a besoin de voir une jeunesse qui se réveille, qui va prendre place dans le domaine culturel, puisque la jeunesse congolaise, vous le savez sans doute, elle fait énormément de travail sur la culture au Congo. On a besoin d'être accompagnés. Nous n'avons pas besoin des personnes qui ont des problèmes et des comptes personnels à régler pour continuer à nous polluer encore davantage. Donc le rôle, selon moi, de la diaspora, il est justement celui de faire un retour de compétences, celui de promouvoir la culture, celui d'apporter des projets sociaux, économiques dans son pays, des projets éducatifs. Et c'est de là que nous avons besoin que le gouvernement, ceux qui en ont besoin, être accompagnés par le gouvernement. Nous n'avons pas besoin qu'on nous dise un tel a fait ceci, un tel a été aux toilettes, il n'a pas tiré la chasse d'eau. Nous n'avons pas besoin de cela. Et je pense que ce type de messages qui sont diffusés dans les réseaux sociaux, ce type de comportement où, au fur et à mesure que l'on va parler, c'est toujours ces éléments-là. Je ne peux plus rentrer chez moi parce que. Et la plupart du temps, ce sont des personnes comme ça là qui vont polluer la jeune génération. Merci. Une génération JDL. Voilà. Voilà. Maureen, vous pouvez réagir. Maureen, vous pouvez réagir. Je pense que Et JDL? lorsqu'on vient faire je pense que lorsqu'on vient faire un débat, il faut éviter une première chose, la théorie du complot. Ça, c'est la première chose. La théorie du complot. Je ne fais aucune moi, je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse d'aucune chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut respecter les gens. Mon histoire est personnelle. Fortunément, ne m'aurait pas demandé, je n'aurais pas fait mention. Ça ne me dérange pas. Boris, est-ce que vous permettez qu'on fasse évoluer non, ça ne me dérange pas d'être ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce n'est pas parce que nous sommes ici que nous n'investissons pas au pays. La première chose, c'est que nous continuons à envoyer de l'argent au pays. Nous faisons ce qu'on appelle un retour de devises. Nous envoyons de l'argent lorsque nous travaillons, nous soutenons nos familles. Parce qu'il faut comprendre une chose. Tout le monde ici, sur ce plateau, a des parents qui sont en chômage,
qui ne peuvent pas payer leur ordonnance parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie. Et ce que nous travaillons ici, nous l'envoyons là-bas. La troisième chose, c'est que lorsqu'un pays ne va pas bien, sa diaspora ne va pas bien. Si vous gagnez 5 000 euros, par exemple, et que vous étiez censé épargner 2 000 euros, vous en épargnerez moins si votre pays ne va pas bien. Parce que, effectivement, par cette solidarité africaine, vous êtes obligé d'envoyer de l'argent pour soutenir vos parents. Donc, les gens le font. Ce n'est pas parce que les gens ne sont plus au pays qu'ils ont cette haine. Le Congo, moi, personnellement, il ne me manque pas, le Congo. Parce que, déjà, dans ce que je fais, il est pour moi très difficile d'être épanoui au Congo. Moi, par exemple, excusez-moi de parler de moi, par exemple, je suis dans les transports décarbonés. Il n'y a déjà pas de route au Congo. Donc, il n'y a pas d'ouverture professionnelle pour moi au Congo. Il n'y a déjà pas de route au Congo. Il n'y a pas de route au Congo. Il n'y a pas de route au Congo. Merci. Okay? Donc, je donne un exemple. Je vais terminer. Il n'y a déjà pas de route au Congo. Donc, c'est très difficile pour moi de pouvoir m'épanouir de manière professionnelle. C'est pourquoi je suis ici. Ici, on a la révolution, vous avez les voitures électriques, on peut construire son réseau de bornes de voitures électriques, on peut s'épanouir. Au Congo, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Voilà, mais est-ce que là, vous ne renforcez pas, vous ne renforcez, Maureen, est-ce que vous ne renforcez pas là la posture de JDL? Ce que je veux dire pour terminer, c'est qu'on est en train de faire un débat. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine politesse. Oui, Maureen, je reste avec vous. Maureen, je reste avec vous. Maureen, je reste avec vous. Non, je reste avec vous. Est-ce que vous ne renforcez pas là? Non, je vais terminer. Ce que les gens ont vécu personnellement, lorsqu'on ignore de quoi est-ce qu'il s'agit, je pense que le bon sens voudrait que l'on s'abstienne quelquefois de faire des commentaires. Très bien. Voilà. Maureen, je reste avec vous. Est-ce que quand vous dites que vous ne pouvez pas vous épanouir au pays parce qu'il n'y a pas de route, que vous êtes dans un pays révolutionnaire où tout évolue très vite, les voitures électriques. Et Gidel disait tout à l'heure, mais pourquoi il n'y a pas ce transfert de compétences? Pourquoi vous ne revenez pas au pays après avoir appris tout ce que vous avez appris à l'extérieur pour développer votre pays? Alors, moi, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. L'an dernier, j'ai essayé d'approcher 2-3 compagnies au pays pour pouvoir investir dans le secteur des stations. Et pourquoi est-ce que vous allez me demander pourquoi est-ce que vous voulez investir dans le secteur des stations-service? Donc, je cherchais à avoir des agréments pour avoir 1 ou 2 stations-service. Effectivement, l'idée était de prendre des stations-service et de voir si je peux installer des bornes avec des canopies solaires dans les stations-service et pouvoir négocier avec quelques amis pour amener les véhicules électriques au pays. Parce que je me dis, les véhicules électriques représentent un bond comme la téléphonie l'a été, la téléphonie mobile l'a été pour le secteur des télécoms. Vous voyez, l'Afrique a fait un saut mouton, ok? L'Europe avait le fixe, nous on est passé à la téléphonie mobile et on a rattrapé le retard. Et je me dis que les véhicules électriques aujourd'hui représentent également cette opportunité. Donc j'ai fait une démarche, j'ai écrit à AOGC, j'ai écrit à Puma, j'ai écrit à la SNPC Distribution et tout. Vous imaginez, lorsque vous écrivez un courrier et vous l'envoyez de manière officielle, vous envoyez quelqu'un dans un pays et que vous n'avez aucune réponse, vous avez l'accusé de responsable le caché, mais aucune réponse, ça vous dit long sur la culture des affaires de ce pays. J'ai fait la même démarche en Afrique du Sud, j'ai été recontacté 48 heures après. Donc, vous imaginez, j'aurais été répondu, j'aurais reçu une réponse, soit de Puma, de XAll, de AOGC ou de SNPC Distribution, j'aurais peut-être pu avancer, comme j'ai déjà avancé en Afrique du Sud. Donc, vous voyez un peu, il ne faut pas toujours dire que la diaspora ne veut pas revenir. On est des Congolais, il faut qu'on se dise les choses. Le problème, c'est qu'on est dans le politiquement correct. Nous faisons des affaires. Je ne peux pas prendre un crédit aux États-Unis, on va dire 500 000 $. Je viens au Congo pour installer des bornes électriques et vous savez les tracasseries qui existent. Si on n'arrive déjà pas à répondre à votre courrier, vous imaginez, vous avez un crédit sous la main et vous voulez aller investir au pays, on n'arrive déjà pas à répondre à votre courrier. Comment vous vous retrouvez? Mais vous avez un crédit, vous avez des traites à rembourser. Vous cherchez là où le marché est assez mature, le marché est assez ouvert. Deuxième chose, allez voir le doing business. Allez voir le doing business. Parce qu'on nous dit on ne veut pas venir investir au pays. Mais lorsque vous avez un projet structurant, vous voulez prendre des investisseurs, venir avec des investisseurs, il y a des indicateurs. Les gens vont voir Fitch, le rapport de Fitch Ratings sur la gouvernance financière de ce pays.
Et ça n'a pas besoin de faire de la politique. Ça n'a pas besoin d'être frustré ou quoi. Vous allez voir, deuxième chose, le rapport de Doing Business. Il va vous dire, ben moi, par exemple, pour avoir l'électricité, quel est le coût de l'électricité dans ce pays? On connaît tous les difficultés en termes de délestage. Voilà. Regardez Dangote. Regardez Dangote. Oui. Je vous donne un exemple. Regardez Dangote. Combien de fois il a écrit au Premier ministre pour régler le problème de péage qui n'a pas été réglé? Dangote a été obligé de réduire ses investissements au Congo pour aller au Cameroun. Donc, il faut savoir déjà dans quel secteur on veut investir. Moi, je ne peux que parler de mon secteur. Les transports, la mobilité intelligente, tout ce qui est transport décarboné, technologie intelligente, mobilité intelligente, c'est ce que je connais. Voilà. Et je parle de ce secteur. Merci. On ne peut pas développer un pays, pour terminer, avec, par exemple, le coût de la data. Moi, j'ai demandé à MTN une proforma du coût de la data. Une SIM M2M à Abidjan vous coûte 425 francs pour 100 mégas. Au Congo, vous ne savez même pas combien il vous coûte. Le commercial passe son temps à vous dire c'est un gros volume, il va vous coûter 2000 francs la SIM, mais c'est un volume, on met ceci. Vous imaginez entre 400 francs la SIM pour 100 mégas et 2000 francs au Congo, vous imaginez un peu? Vous irez investir là-bas par patriotisme. Il y a des exigences de rentabilité. Voilà, merci. Il faut que les gens assainissent déjà, il faut que les gens assainissent le milieu économique, le climat économique. Très bien. Une fois que le climat économique est assaini, les gens viendront en fait. Les gens viendront. Mais si on va factuellement, on a des éléments pour dire il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant. Vous imaginez, j'ai pas de courant, j'ai pas de carburant. Je fais fonctionner comment? On connaît cette chanson, Maureen. Alors moi, je reviens à vous, Guy Mafimba Motoki. Maureen disait tout à l'heure que lorsqu'un pays ne va pas bien, et sa diaspora aussi ne va pas bien. Je voudrais savoir, vous qui êtes le coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo, quelles sont réellement les attentes de cette diaspora? Permettez que je recadre tes prétentions, que j'essaie un peu d'être méthodologique, hein, parce que je pense qu'on est parti un peu à saut mouton là, dans ce dossier sans avoir mis un cadre. Okay. Vous savez, il faut faire l'historique de la diaspora, des flux migratoires de notre pays. J'ai fait l'historique, j'ai commencé à faire l'historique, il y a au moins 4 flux migratoires, 4 vagues. La première vague, c'est avant les indépendances. La vague des Félix Sikaya et autres. Eux, ils étaient des citoyens français à part entière, hein, et ils se battaient pour l'indépendance. Félix Sikaya, Opango et les autres. Deuxième vague migratoire, c'est nos aînés de la Fayence. Les Osebi, les Jean Mathias, vous voyez un peu toute cette vague-là. Les Noumaz, les Noumazala et autres. Nos papas. Et c'est cette vague qui rentre juste après l'indépendance, les Pascal Lissouba et autres. Donc, ils rentrent dans un pays qui est en chantier, qui n'a pas de cadre. Donc, le terrain est favorable pour, comme on dirait, poser les orientations qui étaient les leurs. Et à l'époque, nous sommes dans l'histoire de la guerre froide et autres. Troisième vague, les gens qui sont dans la diaspora, et qui ne commencent à ne plus rentrer. Vous savez, c'est dans les années 80, lorsque le pays a commencé à vivre les programmes d'ajustement structurel. Parce que le Congolais, moi quand j'arrive dans ce pays, jusqu'à à peine 10 ans, je peux vous dire que je n'ai jamais, pas un seul instant, imaginé un seul instant de rester dans ce pays-ci. Ce qui fait que ma femme qui arrive après, ça c'est ma vie privée, mais je préfère le dire pour que les gens comprennent. Elle a pris la naturalisation. Tous mes enfants sont français. Mais moi, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute parce que je n'ai jamais imaginé un seul instant. L'étudiant congolais, quand il venait à l'époque, c'était pour rentrer. Et lorsqu'on a eu le programme d'ajustement structurel, bien entendu, la fonction publique ne pouvait plus récupérer tout. Et comme nous avons eu une éducation formatée à la fonction publique, les gens, bien entendu, ils restaient, commençaient à former des familles et autres. Et la quatrième vague, c'est la vague post-conflit. Et dans cette vague post-conflit, bien entendu, c'est là où je tombe maintenant sur le deuxième volet, la typologie de cette diaspora. Il y en a qui sont venus pour des raisons socio-économiques, c'est-à-dire qu'au pays, ils ne trouvent pas de perspective, ils viennent chercher en Europe.
il vient chercher à l'étranger. Il y a une autre corporation, ce sont des politiques comme moi. Mais contrairement à ce que pense certainement mon jeune frère, certainement il faut le lui dire. Brody, vous m'avez vu à Brazzaville. Vous m'avez connu à Brazzaville. J'étais aussi critique à Brazzaville qu'aujourd'hui à l'extérieur. Donc, je n'avais pas de problème personnel. J'étais même dans la majorité présidentielle. Souvenez-vous de notre émission en 2014, où j'attirais déjà l'attention du pouvoir à l'époque sur les programmes, comment on appelle ça, les municipalisations accélérées. Je mettais des réserves sur les programmes, sur la dépense, sur la qualité de la dépense. Exactement. Critique. Lorsque je quitte le ministère, ça c'est pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Momo. Je forme une société, enfin je crée une société avec un ami, Landry Ngoma, au plateau des 15 ans là, IS7, nous étions dans les technologies de l'information et de la communication. Ce garçon brillant, il est parti d'où? Il est parti de l'Afrique du Sud pour créer sa société. Moi, je l'ai rejoint. Il s'est cassé la figure. Pour les questions dont il parlait tout à l'heure, l'environnement. L'environnement n'est pas du tout propice à un entrepreneur. Mais moi, comme j'avais la possibilité, et surtout que j'étais dans la politique, j'ai dû partir, mais en exil. Donc, la deuxième corporation, ce sont les politiques. La troisième corporation, ce sont des gens qui sont habitués à l'aventure et autres. Mais c'est ces différentes corporations qui constituent la diaspora. Vous me posez la question de savoir, mais cette diaspora, elle fait quoi? Est-ce qu'elle se résume à la critique? Mais pourquoi elle se résume à la critique? Posez-vous la question, pourquoi elle se résume à la critique? Mais en se posant cette question, vous allez vous rendre compte qu'elle ne se résume pas seulement à la critique, parce que, comme on dit, il y a différentes corporations. Moi, j'aime être factuel. Souvenez-vous d'un homme, William Bongo. William Bongo a créé à une association. Je ne sais pas comment ça s'appelle encore. J'étais membre de cette association. Son objectif, c'était de faire en sorte que, et ça a été validé même par le président Sassou dans le cadre des médecins qu'on a recrutés. Le président Sassou est venu ici, à l'ambassade, j'y étais pas. William Bongo, mon ami, ils ont bénir des médecins congolais qui voulaient aller rester au Congo. Le président les a reçus. Il les a fait balader toute la République pour montrer les structures que nous avons. Mais qu'est-ce qui a chapeauté? Ce sont les conditions minimales. Comment quelqu'un qui vit ici, il ne demandait pas de gagner le même salaire, mais il demandait le minimum. Une structure relativement modeste d'un logement avec les différentes commodités qu'il a un peu ici. Mais les gens vont dire, ah, ils sont exigeants. Mais vous avez vu, non, en Pila, là, il y a des maisons, comment on appelle ça là? Les logements sociaux, non? C'est ce qu'on appelle le manque de volonté politique. Donc, je reviens à cette question en se disant, si vous partez du principe qu'il y a plusieurs corporations, si vous partez du principe que l'environnement n'est pas véritablement... vous allez tomber sur la volonté politique. Pourquoi je parle de volonté politique? Prenons le cas maintenant, prenons des cas d'exemple. Allez au Sénégal. J'ai suivi Sanko hier. Il est en train de créer une banque pour la diaspora, pour capter toutes les fonds, les devises qui rentrent. Avant de faire votre émission, j'étais en train de lire un rapport de la Banque mondiale, Fonds africain de développement, le rôle de la diaspora dans la construction de la nation, leçons à tirer par les États fragiles et les États sortant de conflits en Afrique. Je vais vous le faire parvenir. Et souvenez-vous, en juillet 2003, lorsque l'Union africaine est créée, il y a un amendement qui dit quoi? Il dit que l'acte proclame l'importance de la diaspora en tant que partie intégrante de l'Union africaine. Donc la diaspora constitue maintenant la 6e province par rapport à l'acte constitué de l'Union africaine. Mais, messieurs, vous savez, il y a beaucoup de pays qui sont en train d'implémenter ce rapport-là à travers les chiffres qu'ils ont. La Banque mondiale et le FMI parlent de 18 milliards de dollars en 2007
18 milliards de dollars rentrent en Afrique, qui partent de la diaspora. 2008, 21 milliards de dollars. 2009, 20 milliards de dollars. Monsieur Brony, pour ne pas être lent, la Chine nous a promis combien? 25 milliards de dollars, non? C'est pas les 20 milliards de dollars que le FMI a conservé pour l'année 2009. Ça prouve quoi? Ça prouve tout simplement que lorsque vous prenez la diaspora, avec le discours que j'entends de mon frère, comme pas étant un levier pour accompagner le développement, mais comme a priori des gens qui sont dans la critique. Mais la critique, c'est ça qui construit. On ne peut pas avoir tous la même lecture des événements. Oui, vous répondez déjà presque à ma question. Je reviens sur ça. Quelles sont les attentes de cette diaspora? Nous allons boucler cette émission par cette question. Cette diaspora, là, je prends ma casquette d'homme politique. Et c'est dans le projet commun pour la Renaissance des Congo. Je pense que cette diaspora, d'abord, elle doit être affinée, comptabilisée. Vous savez que nous sommes l'une des rares diasporas au monde qui ne votent pas. Pourquoi voulez-vous concerner des gens à qui vous ne donnez pas la possibilité de trancher sur les questions relatives à leur pays? La RDC, ils sont plus nombreux que nous. Tshisekedi vient d'arriver, même pas 5 ans. Il a fait voter la diaspora. Donc, il faut déjà essayer de comptabiliser. On peut le faire en peu de temps. Combien il y en a? Et lorsque vous comptabilisez, vous affinez. Combien nous avons comme élément dans le numérique, dans le tourisme, dans ceci, dans cela? Monsieur Brony, est-ce que vous savez le nombre de médecins congolais qui sont ici dans les grands hôpitaux comme chefs de service? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez le nombre de Congolais qui sont ici dans l'éducation nationale? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez le nombre de Congolais ici qui sont chefs d'informatique? Moi, la dernière boîte où j'ai travaillé, quand je travaillais, Texial, je suis tombé sur une jeune Congolaise. C'était la chef du service informatique. Et l'autre, dans le plateau, on était peut-être 5% des Congolais. Est-ce que vous imaginez la perte? Mais la difficulté, c'est laquelle? C'est que les pouvoirs publics n'ont pas connaissance de cela. Ils nous ont englobés, raison pour laquelle j'ai voulu parler des flux migratoires, des séquences. Maintenant, une fois qu'on a affiné cela, donc, vous les comptabilisez, vous les affinez, maintenant, vous mettez en place une espèce de plateforme qui soit en capacité de travailler en interaction avec cette diaspora. Troisième chose, et la quatrième chose, c'est là où le politique revient. Pourquoi diable veux-tu que je demande à mon fils qui est de la diaspora, parce que c'est un Congolais. Je parle toujours à mes enfants, vous êtes Congolais d'abord avant d'être Français. Il est dans le numérique, mon fils. Je lui dis, tu dois aller travailler là-bas. Mais pourquoi veux-tu que j'envoie mon fils aller travailler dans un pays où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité? Aujourd'hui, je disais, il n'y a même pas de carburant. Mais il y a un ministère qui s'occupe des Congolais de la diaspora. Vous parlez de quel cadre, puisque on sait qu'il y a un... Là, vous avez touché là une bonne cible, j'allais dire. Si je vous dis, je ne connais même pas le nom de celui qui s'occupe de ça, vous allez être surpris. Si je vous dis, monsieur, que lorsque vous allez à l'ambassade du Congo, là, Paul Valéry, je crois que nous sommes l'une des rares ambassades où on a mis des gendarmes pour filtrer les gens. Mais diable, pourquoi avoir une telle méfiance de ses compatriotes? D'accord. Nous sommes la seule ambassade. Merci, Guillaume. Donc, ça veut dire que la volonté politique n'est pas de faire de la diaspora un levier pour accompagner, mais automatiquement, a priori, c'est une méfiance parce que ils estiment que ces gens-là ne sont pas d'accord avec nous. Mais le problème, c'est pas ça. Merci. Il faut accepter la critique constructive. Merci. Il faut régler d'abord les problèmes politiques, raison pour laquelle, en une seule phrase, les gens vont dire non, on parle seulement politique, mais parce que moi, j'estime
Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une expérience pour faire du business au Congo. J'étais allé chercher ISF, là, en face de l'armée du salut. L'environnement n'est pas favorable. Et c'est le politique qui peut mettre en place un environnement favorable. Ce n'est pas le cas. Et il suffit de prendre l'exemple d'un certain nombre de pays qui travaillent en bonne intelligence avec leur diaspora. Vous allez voir que ce problème-là sera résolu. Mais je ne crois pas que ces hommes qui sont là, parce qu'ils nous prennent, la preuve en est, mon jeune frère est en train de le répéter. Vous avez des problèmes personnels. Merci Guy Mafimba. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Ejidel Ngambeoko. C'est la dernière question. Alors, quelles sont les attentes de cette diaspora? Alors, les attentes de cette diaspora, je reviendrai d'abord sur ce que mon frère Maury a dit tout à l'heure. Sur la rapidement, puisqu'il faut aller à l'essentiel. Il en va de soi qu'il y a un type d'investissement qui n'est pas encore propice pour le Congo. Et là, je comprends qu'on soit sur ce type d'investissement-là, en ce qui concerne les voitures électriques, tout ça, etc., je pense qu'avec les différentes coupures, parce qu'il faut être aveugle pour ne pas constater les problèmes de l'électricité que nous avons au Congo, le projet de véhicules électriques, c'est un projet qui est beaucoup trop avant-gardiste pour le Congo. On n'est pas prêt pour ce type de projet et je peux comprendre que pour une personne qui travaille dans ce domaine, ça soit une frustration. La deuxième d'entre elles, c'est que quand je parle de général, vous voyez, là, on a parlé, après qu'on ait parlé de cette forme, vous avez présenté un type de projet et moi je dis un projet qui, à mon sens, qui est encore incompatible avec le Congo. Et c'est ça aussi, justement, cette sensibilisation qu'on doit avoir. C'est-à-dire que ce projet étant incompatible, ça ne veut pas dire que tout type d'investissement ou tout type d'entrepreneuriat est incompatible avec le Congo. Il y a des types d'entrepreneuriat qui peuvent fonctionner avec le Congo, dans lesquels il faut encourager les jeunes. Moi, je connais une personne qui a voulu travailler au Congo, qui a fait ses études ici, qui est dans le domaine de la médecine, qui a voulu rentrer au Congo. Le salaire ne suivait pas au niveau du cadre de vie, parce que ce n'est pas encore la même chose. Nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde, on ne peut pas, il y a des choses où on doit encourager à faire. Et c'est pour ça que je trouve justement cette phase beaucoup plus intéressante plutôt que la première phase. Lorsque je parle d'un discours général, je ne parle pas de vous personnellement, mais voyez-vous... Vous pouvez aller rapidement, quelles sont vos attentes? Les types de messages que nous entendons ça et là. Et quand justement aussi mon frère, mon aîné a parlé tout à l'heure également, il a pris l'exemple d'un projet en termes de l'organisation de la diaspora. Et je pense que c'est là, justement, que là où on peut se rejoindre. C'est-à-dire qu'au niveau des dispositifs de la diaspora, on n'en voit pas, il n'y a pas de visibilité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, cette jeune diaspora a besoin, justement, de se rassembler et qu'il y ait des choses qui soient disposées pour elle. Vous avez parlé du ministre de la diaspora. Moi, je sais qu'il y a un délégué économique dédié à la diaspora qui s'appelle monsieur Iloy ou Iloki, quelque chose comme ça, qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, je pense que ça ne fait pas plus d'une année, qui est là et dont on ne sait pas encore ce qui est prévu, on ne voit pas. Et donc nous avons besoin au niveau de la diaspora, justement cet ensemble de compétences soit reconnu. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre de médecins, du nombre de personnels soignants, du nombre de cadres informaticiens. Évidemment, moi je le vois de plus en plus, on a l'habitude de se rassembler avec la diaspora, avec des jeunes frères, on discute de cela, mais il y a des personnes qui sont bourrées de compétences. Et toutes ces compétences-là, nous avons besoin justement de le mettre à disposition. C'est pour ça que pour moi, quand on parle, et j'ai fait une dissociation, j'ai dit qu'il y a il y a différents types de diaspora. Il y a une diaspora qui, pour les raisons qui sont les siennes, est en colère. Mais nous, notre jeune génération, à nous qui avons la trentaine, la quarantaine, nous avons besoin qu'on nous propose des choses plutôt que de nous faire rentrer dans cette colère. Parce qu'en soi, on n'avance pas. L'objectif, c'est le développement du Congo. Oui, merci. Vous l'avez dit. Congo, et voilà. Il serait beaucoup mieux de nous dire, bah voilà, il y a des problèmes, il y a des éléments ceci, conseiller la diaspora. On ne va pas revenir sur ça, oui. Et réclamer des choses selon leur demande de compétences. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Ejidel. Voilà, Maureen, depuis les États-Unis, en boucle avec vous. Quelles sont les attentes? Allez directement, puisqu'on n'a plus le temps. Je pense que les attentes de la diaspora sont des attentes classiques. Avoir un pays avec un climat des affaires détendu, ouvert, pro-entreprise. Et tout dépend également du leadership. C'est là où on revient sur le rôle du politique. Vous savez, quand un pays, vous avez des dirigeants qui ont une vision,
il catalyse les énergies de la jeunesse, de la diaspora, du peuple, parce qu'il y a une vision qui va être énoncée. Et de cette vision, vous allez avoir le peuple, la diaspora, les locaux, qui autour vont se greffer pour pouvoir apporter chacun, en ce qui le concerne, en fonction de ses compétences, une pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on n'a pas de cap. Le problème, c'est ça de la diaspora. C'est que la diaspora est là, on a plein d'idées, on grouille d'idées. Vous voyez, on grouille d'idées, mais il n'y a pas un cap. Il n'y a pas un cap. Moi, j'ai des jeunes frères, par exemple, qui... je vous donne un exemple, par exemple. Pourquoi j'aime l'étude comparée? Je vous donne un exemple de la Côte d'Ivoire. Moi, en 2017, l'un de mes derniers voyages au Congo, je suis allé à l'Agence nationale de la promotion des investissements, je pense. Ouais, dirigée par Madame Annick Mongo. Voilà, dirigée par Madame Annick Mongo. Et en Côte d'Ivoire, lorsque je suis allé installer la compagnie de transport, j'avais rencontré le CPC, le Comité national de suivi des investissements. Et là-bas, je vais vous dire, ils sont très bien organisés. Ils sont très bien organisés, cet organe. Et cet organe sait quel est le cap économique de ce pays. Et en fonction, ils ont mis tout un système en place pour capter les énergies. Donc, vous avez les Européens, les Ivoiriens qui rentrent. En une journée, en 2 jours, on crée son entreprise à 85 000. Ça, c'est la première chose. Moi, quand j'ai demandé, pour une SARL, on m'a dit 350 000. Alors qu'en Afrique du Sud, je donne $69, j'en ai. À Abidjan, j'en ai 85 000. Et quand je compare le doing business, il n'y a pas mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque j'ai discuté en 2017 de la mobilité intelligente avec les gens de l'ANPE, j'avais l'impression d'être un extraterrestre parce que ces vieux-là étaient paumés. Bazol, on appelle Makambeu Chiwapi. Bissoawa, Ezawanate, Tata Mokondi, Azo a attiré investisseurs. Je dis, mais les investissements doivent être diversifiés. Merci, Waré. Donc, vous avez des qui ont un logiciel mental. Parce que le problème au Congo, c'est que, comme je disais, il y a un problème de cap et de logiciel mental. Vous avez des gens qui sont nommés pour animer des organes, des administrations qui sont carrément déconnectés de la réalité. Merci, Waré. Ces gens-là ont été formés Merci, au parti, nous sommes arrivés ils ont des idées à la fin du gros plan sur la diaspora. Ils ont des idées qui ne sont pas adaptées à l'économie du marché. Donc, voilà. En une phrase. Juste une phrase, Brony. Brony, juste une phrase. En une phrase. Allez-y. Je tiens quand même à te remercier parce que c'est une grande première. C'est la première fois qu'on parle de nous avec nous-mêmes. Souvent, nos caricatures sans pourtant qu'on donne un avis. Je te remercie. Et d'ailleurs, c'est une innovation technologique que j'encourage. J'encourage d'autres. En une phrase, pour résumer ma pensée sur la diaspora. Volonté politique, vision. Volonté politique à travers l'acte de l'Union africaine et vision. Donc, je vous prends 2 exemples. La Chine, vous savez aujourd'hui pourquoi il y a autant de restaurants chinois qui ont pris le contrôle pratiquement du Paris. Ce sont les fonds souverains sous Deng Xiaoping. Il a pris les fonds souverains. Il savait qu'il y avait des Chinois qui sont à Paris. Il dit on va prendre le contrôle d'un certain nombre de brasseries, des Corésiens, des gars de comment on dit ça, bon, enfin, des Français, et nous allons installer, c'est pas l'argent des Chinois, hein, c'est des fonds souverains. Vision. Et un autre exemple, c'est l'Inde. Pourquoi l'Inde est devenue le Silicon Valley aujourd'hui? Les ingénieurs beaucoup d'étudiants dans la diaspora allaient étudier aux États-Unis. Et tout ce qu'ils ont ramassé comme expertise, ils l'ont ramené en Inde. Et aujourd'hui, toutes les grandes multinationales de high-tech se sont installées en Inde. Donc, volonté politique, vision. Et croyez-moi, dans le projet commun pour la réaction du Congo, nous avons pas mal de visions dans ce sens-là, mais j'aimerais pas qu'ils trichent parce que généralement, ils sont des mauvais tricheurs. Merci beaucoup. Une dernière chose. Nous avons malheureusement arrivé. On aura le temps. Malheureusement, on ne peut plus continuer. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, malheureusement. On aura le temps de revenir sur les projets à développer au Congo. Maureen, on ne peut plus, sinon on va couper le signal. On va couper le signal, Maureen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maureen. J'ai apprécié les étudiants de Cuba. Merci beaucoup, Maureen. On va couper le signal. On sera coupé si on continue.
On aura le temps de parler prochainement. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce premier numéro de Gros Plan sur la diaspora. Merci infiniment et nous allons nous retrouver donc la semaine prochaine. Ce sera un rendez-vous probablement hebdomadaire où nous allons avec la diaspora parler des questions d'actualité et de développement. Merci à vous qui nous suivez sur Téléka. Participez au débat même à travers le fil d'actualité sur YouTube également. Merci à vous et à toute l'équipe technique qui nous a permis d'être en ligne ce soir. À la prochaine occasion.